Pour le travail, donc, aujourd'hui, on va donc voir la configuration d'un ASPI. Et vous avez déjà eu à faire des lectures également sur sur le support de cours qui a été remis à l'avance. Donc, on n'a pas perdre du temps sur la partie théorique et on va se concentrer beaucoup sur notre pratique. Alors, pour la pratique également, nous allons faire une configuration simple. On va ouvrir par 4 Cisco par 4 pour montrer la topologie en fait à nos camarades qui nous suivent en ligne. Mais on va configurer directement sur les équipements ici. Donc, on va mettre une topologie là pour les permettre de faire une configuration d'un simple serveur DHCP. Maintenant, je vais vous donner également un PDF avec des exercices où il y aura une configuration un peu plus avancée que ce que nous allons faire maintenant. Ça va être à vous, en fait, de comprendre cela. Si vous réussissez à comprendre, vous aurez un bonus. Vous ne réussissez pas à comprendre, je reste que c'est bon. Quel sera le bonus? Ok, réussissez d'abord, on va voir. Bon, en fait, c'est pas compliqué, hein? Ce que nous allons faire, nous allons configurer le DHCP à partir d'un serveur qui sera notre routeur et le switch auquel on va interconnecter les ordinateurs. Ça, en fait, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais dans l'exercice, en fait, on va vous montrer la procédure avec également toutes les commandes. Je vais mettre toutes les commandes à l'intérieur avec une très bonne procédure qui explique cela. Mais je souhaite en fait que vous réalisez cela vous-même. Dans laquelle, en fait, on aura plutôt deux routeurs avec des réseaux connectés au deuxième routeur où on va configurer un seul routeur en tant que serveur et les clients qui sont sur l'autre routeur doivent venir chercher en fait les anticiper vers le premier routeur. Bien, le DHCP relais, exactement. C'est ça. Ça s'appelle le relais DHCP. C'est pas compliqué en fait. Donc, vous allez essayer de le faire. Bon, bref, voici la topologie ici. C'est pourquoi je perds même le temps pour câbler cela. Sur en ligne, là, c'est ce que vous allez essayer d'exécuter sur votre Cisco Packet Tracer. Et pour ceux qui ont les équipements à la maison, vous pouvez directement câbler aussi une topologie pareille. Nous, ici, en fait, on a notre petit laboratoire qu'on a déjà câblé. C'est vrai qu'on va juste faire des configurations. Je pense que tout le monde est déjà, n'est-ce pas? Donc, moi, je me connecte. Donc, ça, c'est la topologie à respecter. Et on part dans la base où on a configuré les adresses IP sur l'interface G00 sera activé. Donc, si on tient compte du TP qu'on a fait à la séance précédente, ceci est déjà activé en fait. On va à l'intérieur, on configure le serveur DHCP. OK? Je pense que la dernière fois, on a vu comment est-ce qu'on activait l'adresse IP sur l'interface de routeur, n'est-ce pas? On a fait ça. Et on a également configuré l'accès par console et par Ethernet et SSH. On a dit également que la méthode la plus recommandée était SSH. Moi, j'ouvre dans mon TeraTM pour me connecter à mon équipement. SSH, il est où celui-ci? Vous également connectez-vous déjà au routeur. OK, on va en mode de configuration globale. Avant même d'y arriver et commencer les configurations, revenons un peu sur, de manière ramassée, on va expliquer ça rapidement. Ce que c'est que le DHCP. On sait que le serveur DHCP est un serveur qui permet l'attribution automatique des autres à différents clients. C'est en fait ce qui permet que lorsqu'on arrive dans un réseau pour la première fois et qu'on se connecte, on n'a pas forcément besoin de savoir quel est le réseau, dans quel réseau en fait cette entreprise fonctionne, n'est-ce pas?
ou encore savoir la plage adresse IP à respecter pour configurer. Une fois qu'on se connecte soit par Wi-Fi ou encore par câble sur ordinateur, nous recevons l'adresse IP automatiquement. Et avec ça, on peut communiquer, aller sur Internet ou encore faire des impressions et tout ce qui va avec. C'est en fait parce qu'en arrière-plan tourne quoi? Un serveur qu'on appelle le serveur DHCP. Le DHCP également, c'est un protocole. Alors, sur cette page, nous allons un peu essayer de voir comment est-ce que les clients communiquent. Lorsque vous vous connectez au réseau pour la première fois, vous avez en fait une machine client qui va demander une adresse à un serveur DHCP. Et cela est fait pourquoi? Je vous ai montré tout à l'heure que sur vos cartes réseau, en fait, il y a la possibilité de pouvoir activer quoi? L'attribution manuelle des adresses et l'attribution statique. Attendez, si je reviens un peu sur cette page ici, on dit où on fait en fait la présentation sur le protocole DHCP. On dit donc de citer dans les mécanismes d'allocation DHCP, allocation manuelle, l'administrateur attribue une adresse IPv4 préallouée au client et le DHCP communique uniquement l'adresse IPv4 au périphérique. Dans cette approche, en fait, on, on sauvegarde en fait d'abord euh, euh, une plage dans laquelle on va prendre cette plage-là pour essayer d'attribuer manuellement au périphérique. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur vos machines. Vous avez entré en fait cela manuellement. On se comprend? Et ça vous permet donc maintenant de pouvoir communiquer entre vous dans le même réseau. Allocation automatique, le DHCP attribue de façon automatique et permanente une adresse IPv4 statique à un périphérique. Dans cette allocation, en fait, quel en fait est l'avantage de ça? Le DHCP, en fait, s'arrange à pouvoir attribuer les adresses IP aux machines, mais à la différence, en fait, c'est que cette attribution devient permanente. On se comprend? Il n'y a pas de bail et l'adresse est attribuée de façon permanente au périphérique. Ici, on ne tient pas compte, en fait, de la durée du bail. Rappelez-vous que je vous ai dit la dernière fois que, bon, c'est pas à vous que j'ai dit, c'était à une autre classe, en fait. L'attribution, en fait, du bail. Le bail, c'est quoi? C'est la durée de vie qu'une adresse, en fait, peut avoir sur un ordinateur. Et genre, par défaut, en fait, le bail par défaut, c'est 24. On se comprend? Le bail, c'est la durée de vie qu'une adresse peut avoir sur un ordinateur. Donc, ça veut donc dire, après chaque 24 heures, il renouvelle l'adresse. Il est censé renouveler les adresses. Mais il est également possible que même après une semaine, vous voyez un PC toujours à la même adresse IP. Ça peut arriver que lorsqu'il redemande, en fait, on demande de conserver la même adresse. On va un peu expliquer le mécanisme de comment est-ce que les clients communiquent avec le serveur devant. Et l'attribution non dynamique, le DHCPV4 attribue donc ou loue dynamiquement une adresse IPv4 d'un pool d'adresses. C'est en fait ce qui se passe généralement. L'attribution dynamique. Ça veut dire qu'on vous attribue avec un bail. Et le bail, généralement, par défaut, c'est 24, comme j'expliquais tantôt. C'est bon? Alors, maintenant, pour permettre donc l'échange entre le client ou alors entre le client et le serveur, nous aurons donc quatre étapes ou encore quatre messages qui vont être envoyés entre le client et le serveur. Lorsque l'ordinateur vient donc d'intégrer le réseau, il va donc générer en fait un type de requête qu'on va appeler les requêtes de messages ou encore les messages DHCP Discover. Premièrement, le client que voici, pour nécessiter l'adresse IP chez le serveur, il va envoyer un message sous forme de diffusion qu'on va appeler le DHCP Discover. Comment cela se passe? Dans le DHCP Discover, il envoie en fait une requête disant quoi? Je souhaite avoir une adresse IPv4 pour utiliser dans le réseau. C'est en fait ça que signifie ce message-là. On se comprend? Et comment est-ce qu'on appelle donc ce type de message DHCP Discover? C'est un message donc, qui se fait donc en diffusion. C'est-à-dire qu'il envoie à tout le monde dans le réseau parce qu'il ne sait pas quelle est l'adresse IP du potentiel serveur DHCP dans le réseau. Ça veut dire si on dessine un réseau comme ceci, voici peut-être notre client ici. Là, il y a un switch. On peut dessiner ça plus grand. Là, c'est un switch. Et il y a plusieurs autres appareils connectés là. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Ça, c'est notre client qui sollicite quoi? L'adresse IP. Quand il envoie dans sa requête DHCP Discover au switch, on diffuse, c'est-à-dire on envoie à tous les périphériques connectés au réseau. Maintenant, uniquement dans celui qui est serveur DHCP va recevoir et analyser la trame. Ça veut dire lorsque la trame va arriver chez les autres clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supprimer parce que ça ne les concerne pas. Maintenant, celui qui est serveur ici va donc recevoir dans la trame et analyser. Lorsqu'il reçoit dans la trame, il se rend donc compte en fait que quelqu'un vient de générer en fait une requête DHCP Discover demandant l'adresse IP. Il va répondre avec quoi? DHCP Offer. C'est le serveur en fait qui répond avec ça. DHCP Offer. On se revoit. Dans la requête dominante DHCP Offer, il se présente en fait, je suis le serveur tel. Que puis-je faire pour vous? Mais ça, c'est le texte que nous avons écrit ici. Mais il faut dire qu'en réalité, dans le message en fait DHCP Offer, le serveur en fait va proposer la gamme d'éléments qu'il peut offrir. Autrement dit, une adresse IP. Attendez, je vais prendre une page blanche ici pour qu'on ait plus d'espace pour expliquer ça. Maintenant, ici, nous avons notre serveur et ici le client. On a donc vu que la première requête était quoi? DHCP. DHCP Discover, exact. Le client, le serveur donc va donc répondre avec un message DHCP Offer. Offer, ça va être à la fin? Ok, super. Alors, dans ce message DHCP Offer, quel en fait est le contenu de ça? Ce message en fait va avoir quoi comme contenu? IP, adresse IP, d'autres à utiliser. L'adresse IP que le client va utiliser, n'est-ce pas? Le masque, la passerelle par défaut, l'adresse de passerelle par défaut, adresse IP, passerelle par défaut, le DNS et quoi encore? Le nom de domaine et même également le bail, la durée du bail, n'est-ce pas? Si c'est 24 ou 48 heures, parce que cette durée également, on peut la modifier. On se comprend? Durée du bail. Voilà en fait le contenu d'un message DHCP offer. Ensuite, le client, lorsqu'il reçoit dans le DHCP offer, il va envoyer également notre requête DHCP request. Bon, autre chose que j'ai omis de dire, c'est que dans le DHCP offer, en fait, cela se fait en monodiffusion. La première requête DHCP euh, Discover était faite en diffusion, rappelez-vous, n'est-ce pas? Parce que le client, en fait, ne connaît pas le serveur. Là, donc maintenant, notre requête DHCP offer se fait en monodiffusion parce qu'en fait, le serveur sait en fait à qui il est en train d'envoyer les informations. On se comprend? Alors, à la troisième requête, bon, je préfère qu'on dise aussi un peu ici pour avoir gardé le fond de la chose avant de revenir. Donc, ici, on disait donc étape 1, détection de serveur DHCP, DHCP Discover. Le message Discover détecte dans les serveurs DHCP v4 sur le réseau. À l'étape 2, donc, DHCP Offer. On dit lorsque le serveur DHCP-V4 reçoit un message DHCP Discover, il réserve une adresse IPv4 disponible pour louer au client.
Le serveur DHCP-V4 envoie le message DHCP offer à monodiffusion des liaisons au client demandeur. Les requêtes DHCP. Maintenant, étape 3. DHCP request, c'est où nous sommes actuellement. Lorsque le client reçoit dans le message offer du serveur, il renvoie un message request. Le message request, c'est d'acceptation des liaisons au serveur sélectionné pour les paramètres qu'il a proposés. Ici, en fait, c'est l'avis d'acceptation. On serait en fait tenté de croire que c'est comme si le client a le choix. Il dit en fait, soit je veux ou je ne veux pas. On se comprend? Mais il est possible en fait que le client en fait rejette cela. Mais ce sont des cas en fait très rares. OK? Maintenant, dans le message en fait DHCP request, le contenu de ça est similaire à dehors de quelques champs en fait différents. Bon, on ne va pas entrer dans les champs de la trame pour essayer de voir les différents éléments sur l'intérieur. Mais on peut dire en fait que le contenu en quelque sorte est similaire. Il va donc envoyer presque le même contenu en fait au serveur pour dire je suis d'accord et j'approuve de fixer ces informations sur ma carte réseau. C'est bon? Et là, on va donc passer à la dernière étape qui est quoi? À la dernière étape, en fait, qui est le DHCP ACK. DHCP ACK ou encore ACK, comme on le dit souvent, cela vaut en fait l'accusé de réception que le serveur va également envoyer au client pour dire OK, je valide. Et le serveur va donc aller dans, son, dans sa table DHCP, enregistrer donc l'adresse IP si je viens d'allouer ça à tel client qui dispose de telle adresse MAC. On se comprend? On va configurer tout à l'heure, on va également aller construire cette table là, vous allez voir que tous vos ordinateurs là, le serveur a enregistré l'adresse MAC de ça et sait qu'à tel ordinateur, j'ai envoyé telle adresse IP. On va vérifier ça tout à l'heure ensemble. Donc, à l'étape 4, donc, accusé de réception, lorsqu'il reçoit dans les messages DHCP request, le serveur vérifie les informations de bail à l'aide d'une commande ping, ICMP, envoyée donc à cette adresse pour s'assurer qu'elle n'est pas encore utilisée. On se comprend? Donc, le serveur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Le client, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il reçoit lorsque le serveur, en fait, reçoit le DHCP request, c'est-à-dire l'acceptation du client, le serveur va donc faire un balayage ping dans le réseau en utilisant le protocole ICMP pour essayer de se rassurer, en fait, qu'aucun ordinateur du réseau n'a l'adresse IP qu'il propose à ce client. On se comprend? Ça veut dire s'il envoie en fait une requête ping dans le réseau et qu'un client répond, ça veut dire que quelqu'un utilise déjà l'adresse. Et s'il envoie un ping, personne ne répond, ça veut dire en fait que personne n'utilise l'adresse. C'est pas ça que je comprends. Donc, s'il fait un balayage ping et qu'il a la réponse et qu'il n'a donc pas de réponse, il va donc créer une entrée ARP pour le bail du client, puis répondre au client avec le message DHCP A pour dire j'accepte que tu gardes ces informations. Maintenant, le message DHCP ACK est une copie du message DHCP offer. La seule différence se situe au niveau donc, du champ type des messages. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Lorsque le client reçoit dans le message DHCP ACK, il consigne dans les informations de configuration et lance une recherche ARP sur l'adresse IP attribuée. Si la requête ARP n'obtient aucune réponse, le client comprend que l'adresse IPv4 est valide et se l'approprie. Alors, voici en fait comment est-ce que les échanges sont faits entre le client et le serveur pour avoir l'adresse IP. C'est bon à ce niveau? Moi, je pense que ça, c'était juste pour avoir une éclaircie parce que vous avez eu ça à l'avance, vous avez lu, c'est pour avoir une éclaircie là-dessus. Maintenant, on va donc commencer les étapes de configuration. Ici, voilà tout ce qu'on a ici. Bon, on ne va pas lire ça. On va directement passer pour configurer, hein. Vous avez les supports, vous allez lire les supports. Oui. Par la haute voix, j'entends pas la question. Oui, au niveau de la request, la plupart du temps, en fait, c'est une diffusion. Vous savez pourquoi? Bien qu'ils connaissent déjà le serveur,
C'est également une manière, en fait, de pouvoir avertir à tout autre serveur qu'il est déjà en train de communiquer avec un autre. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Premièrement, lancer un message DHCP Discover. C'est en diffusion, n'est-ce pas? Il peut arriver que c'est un réseau où il y a plusieurs serveurs DHCP. S'il commence donc à communiquer avec un premier serveur, quel élément, en fait, permettra de dire aux autres serveurs qu'il est déjà occupé, en fait, avec un serveur? Vous comprenez un peu l'approche? Ok, super. Oui? Yeah? Oui? Exactement. Et il n'est même pas conseillé d'avoir plusieurs serveurs DHCP dans un réseau. Il n'est même pas conseillé. Parce que à tôt ou tard, il y aura en fait un conflit d'adresse. OK, c'est bon, on peut passer aux configurations. Là, on passe aux configurations. Chacun ouvre dans son terminal. On va faire soit SSH ou Telnet. Chacun se connecte à son équipement. Oui. Lequel? Pourquoi? Et, aidez votre camarade qui ne parvient pas à se connecter en terratem là. Pardon? Le mot de passe. On a utilisé Cisco et classe, non? Donc, je joue avec les deux là. Le nom d'utilisateur, c'était quoi? C'était Issa, n'est-ce pas? Le mot de passe, c'est Cisco. Oui. Non. C'est bon, on peut aller? Pardon? Le mot de passe? Oui, le mot de passe, c'est Cisco, non? Nom d'utilisateur, vous mettez Issa, le mot de passe, c'est Cisco. Est-ce qu'on a configuré tout à l'heure, non? Est-ce que vous y êtes? On peut commencer? C'est bon chez vous? Vous êtes encore sur username? Mais tout à l'heure, vous avez dit que oui, c'est bon, non? Que le oui, c'est bon, restez seulement oui, c'est bon, pour faire quoi? Et demande, est-ce que tout le monde est en configuration globale pour qu'on débute? Ah, je sais, c'est on a fait la dernière fois, oui, que vous n'avez pas réussi. Mais c'est de la personne. Le monde de base, c'est sûr. C'est pour c'est une c'est bon, je vous demande. Je sais pas. C'est bon, non? Oh, mais vous dérangez. Voilà, le mode de configuration globale, non? C'est pas la même chose qu'on a ici, config JS. On n'a pas de problème. Mais une fois que je commence à taper beaucoup de config. Allez, je vais pas le faire. Vous pouvez aller marche, vous êtes marche. Venez à la tout le monde est à l'intérieur. Regardez, regardez, regardez le monde. Ils demandent, demandent, ils me répondent.
Et après, tu ne vas pas rentrer dans cette. Non, tu n'as rien fait. Lisez ce que je t'ai là, vous envoie comme information. Faites en sorte. On vous demande, vous êtes vous faites quand vous répétez, vous allez dire, tu raté même vous faites des sorties. Tu raté, tu n'as rien fait. C'est bon? Moi, ça machine ne cherche pas. Bon, tu peux, avec quelqu'un qui a, vous n'avez pas bon chiffre à part, vous êtes pendant votre chiffre. Monsieur n'est pas arrivé. Moi, je peux me prendre votre chiffre. Ok, c'est bon là-bas. Il y a encore un super bas déjà. Il a fini. Ça avec lui. C'est bon. Vous allez être fatigué ici. Bon, c'est bon. Bon, j'essaie de citer le dérangement d'aujourd'hui. Parce qu'à la prochaine séance, et à ce niveau, c'est moi, je vais le laisser. La seule venir en fait derrière vous, c'est vous encourager à ne pas avancer. Ce qu'on fait, si vous êtes censé le refaire à la maison, une fois avant de venir à la prochaine séance. Sinon, on allait finir ici un mois et demi sans vous véritablement caractériser dans la prochaine. On se comprend? Dans la séance de prochaine, il y avait compréhension globale, vous allez au début. Si on commence, c'est deux petites différences. Alors, maintenant, une fois que son mission, on a dit la première étape consiste à faire quoi? À exclure les adresses, n'est-ce pas? Nous sommes dans le réseau 192.168, 1.0. C'est le réseau avec lequel on a commencé à travailler, n'est-ce pas? En slash 24. C'est vrai, on a dit on va exclure dans les 10 premières adresses. Alors, on va taper la commande IP, DHCP, exclude address 192.168.1.1. On fait espace, puisqu'on souhaite exclure toute une plage, n'est-ce pas? Les 10 premières adresses. Là, on prend d'abord la première adresse. On fait encore le 192.168.1.10. Là, c'est dans la plage, en fait, où on a exclu les 10 premières adresses. C'est bon? Ça, c'est bon. Et n'oubliez pas de taper la touche tabuler pour que ça complète. Parce que c'est que vous perdez le temps là. En principe, on devait finir puisqu'on a commencé ensemble. Vous faites tabuler, vous faites IPGACP, vous faites ES pour exclude address, vous faites tabuler, ça complète. Maintenant, vous renseignez l'adresse IP normalement. C'est bon? On peut aller? Alors, maintenant, une fois qu'on a donc fait ceci, on a exclu les adresses. Allons-y donc, on va donc créer le pool. OK? On va donc créer donc notre pool. Le pool, en fait, c'est quoi? Vous avez lu ça dans le document. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui invente ce mot. Le pool, c'est quoi? Le pool, en fait, c'est l'élément dans lequel on va configurer tous les paramètres liés à notre DHCP. C'est mentionné là dans le document. Avec que si, en fait, vous êtes surpris par ce mot, je suppose que vous n'avez pas lu le document.
Utilisation de la commande network. OK, la première étape, on a exclu. Maintenant, ici dans le PDF, qu'est-ce qu'on disait? À la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Configuration d'un pool, n'est-ce pas? Lorsque vous configurez dans un serveur DHCP4, vous devez définir un pool d'adresses à attribuer. La commande IPDHCP pool, on met dans le nom du pool, crée dans le pool portant dans le nom spécifique de ce qu'on souhaite faire. Allons-y donc. On va donc créer dans notre pool IP DHCP pool. On va appeler le nom du pool, on peut appeler le pool là quoi, par exemple, LAN. On peut appeler ça quoi? On va donner quel nom? TP. OK, c'est pas grave. On peut appeler ça TP. On valide. Maintenant, vous allez voir, on est entré en sous-mode DHCP. Vous voyez là? Il va être en sous-mode DHCP. Maintenant, à l'intérieur, on va entrer la première commande network. Avec network, en fait, on va indiquer le réseau dans lequel on souhaite que les différents périphériques puissent communiquer. OK? 192.168.1.0. On met le masque. 3 fois 255, 0. Puisqu'au départ, on avait un réseau de slash 24. En slash 24. On valide. Le network, si en fait, indique le réseau où on souhaite communiquer. C'est bon? Ensuite, on va faire default router. Vous mettez DE, vous tabulez, ça vous donne votre default router et vous allez bien voir l'orthographe, la bonne orthographe, avant de saisir mieux la prochaine fois. Default router. Ici, en fait, on va indiquer quoi? L'adresse IP de la passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut, c'est qui? Notre routeur, n'est-ce pas? On met dans l'adresse de notre routeur 192.168.1.1. On valide. On va donner DNS server, l'adresse du serveur DNS. On va essayer, on va mettre 4.8 tout simplement. Vu qu'on n'a pas configuré un DNS local, on va mettre 4.8. On peut également créer le nom de domaine. Domain name, isa.us. Ça, c'est notre nom de domaine. C'est OK. Ensuite, également, on peut taper la commande release. Là, en fait, c'est pour configurer quoi? Le bail. On a vu que par défaut, la durée du bail, c'est combien? C'est 24, n'est-ce pas? On peut modifier. Si je fais par exemple point d'interrogation, hein, vous avez vu? On nous demande en fait de pouvoir prendre, de prendre une plage ici ou alors on peut taper également infinite. Bon, dans tous les cas, voici une plage, on peut prendre entre cette plage ici. Mais là, en fait, c'est en seconde. Hein. C'est en seconde. On se comprend? Donc, par défaut, en fait, le bail ici, c'est par jour. Prenons un peu voir 3600 voix. Ah, mon terminal, là. OK. 10, faisons 3600 secondes. C'est 300, ouais, 360. OK, vous pouvez donc taper le do write pour enregistrer. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer, vu que je ne suis pas sur le même terminal que vous. Enregistrez la commande dans le routeur dans lequel vous êtes connecté. Exit. Bon, une fois que c'est bon, on peut donc taper la commande pour vérifier si nos configurations sont bonnes. Hein. Allons-y, on va faire show running config. Bon, chez moi, je vois beaucoup de résultats, hein, vu que c'est un équipement qui a déjà des configurations.
Je veux beaucoup. OK. Quel était notre réseau de tout à l'heure? C'est ça ici, n'est-ce pas? Voici ce que nous avons exclu. Le réseau, on a exclu. Je vois, après, vous aurez ça en une seule ligne. C'est bon? Tapez show running config et si vous êtes en mode de configuration globale, vous devez avoir d'où devant. Est-ce qu'on a vu le coup précédent, non? Vous faites entrer, ça, le message affiche, le résultat affiche, vous faites entrer, entrer sera positionné au niveau de IPDA CPSQL. Vous y êtes. Pourquoi personne n'est encore à ce niveau, hein? C'est quoi? Il y a un souci? Non, mais tapez entrer, ça va afficher. C'est bon? Mais, ben, c'est pas un problème. Le routeur enregistre tout ce que vous avez fait. Tapez donc dans du show running config pour visualiser. C'est ce que je suis en train de dire. Vous le, si le do ne passe pas, ce que vous êtes en mode privilégié. En mode privilégié, vous ne pouvez pas faire do. Vous faites directement show running config. C'est censé pas. Non, la tabulation ne prend pas. Si vous faites do show running et que vous voulez tabuler, il va rejeter. Mais abrégé tout simplement, show run, vous faites RU 2N et vous faites entrer, ça va prendre. Maintenant, positionnez-vous au niveau de. OK, bon, je vais sortir de mon terminal. Attendez, je vais me connecter sur votre routeur avec mon câble console. Comme ça, on va checker les résultats ensemble, OK? On va pouvoir interpréter ensemble. On se comprend?
Ok, je vais donc me connecter sur votre équipement là via le port console. Et on va checker les résultats ensemble. Ok, super. Bon, je vous ai demandé de taper le show running config sur vous. Ok, voilà les configurations que vous avez faites. Et là, je vous dis souvent en fait que lorsqu'on travaille, ayez souvent l'habitude de pouvoir faire exactement ce qu'on demande de faire. Vous voyez un peu? Là, il y a quelqu'un qui a tapé autre chose, il a validé. Il a exclu en fait la première adresse uniquement. Bon, je suppose que la personne a fait, s'il a validé, après on a dit on complète et il a encore rappelé la commande pour compléter en laissant quoi. Bon, ce n'est pas toujours une mauvaise chose en soi, mais il est aussi possible en fait de pouvoir exclure une seule adresse, hein, comme par exemple tel est le cas. Mais nous, on avait demandé à ce qu'on exclue quoi la plage, n'est-ce pas? De 1 à 10. C'est bon? Ce que vous avez fait, c'est bon. Ensuite, IPDACP pool, vous avez créé le nom du pool TP. Network, c'est bon. Default Gateway, c'est bon. DNS et également les GOATs. Bon, je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on va donc faire? On passe dans le test, n'est-ce pas? Maintenant, tout à l'heure, je vais dire, on pouvait également essayer de voir si en fait notre serveur DHCP fonctionne déjà et, et quel est en fait les DHCP qu'il a déjà attribué. La commande show IP DHCP banding nous permet de pouvoir observer cela. Ici, on peut donc constater qu'actuellement, à l'heure actuelle, nous avons donc euh, l'adresse 11 et l'adresse 12 qui ont déjà été affectées par des ordinateurs. C'est normal. Il y a aussi des gens ici en fait qui ont installé VMware, soit VirtualBox ou VMware dans les machines. Exactement. C'est pour ça en fait que vous voyez que il a déjà commencé en fait à attribuer les adresses IP automatiquement à des machines. Bien que vous soyez en statique. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Allez, rentrez donc maintenant sur vos cartes réseau. On reprend la procédure. Vous allez rentrer donc maintenant en DHCP. On revient encore ici dans Ouvrir. On clique sur la carte là, modifier les options d'adaptateur. On met en propriété. On choisit le protocole IPv4. Maintenant, on clique sur obtenir une adresse IP automatique. C'est bon? Là, vous sélectionnez sur automatique. Ici, obtenir les adresses IP de serveur DNS. Même pour le DNS, vous venez sur automatique et vous faites OK. Donc, partout, ça doit être en automatique et vous faites OK.
C'est bon, on peut aller. Vous avez activé automatique. OK, on valide dedans partout. OK, OK. Maintenant, pour faciliter en fait que la communication passe rapidement, soit vous pouvez laisser, vous allez voir un message qui va s'afficher là disant que vous êtes connecté dans un nouveau réseau, ou alors débranchez vos cartes réseau, vos câbles sur la carte réseau pour brancher de nouveau. Soit de l'un des deux, hein. Et ici, en fait, regardez, j'ai un conflit d'adresse, l'adresse 11. Ah, qu'est-ce qu'il dit même là? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai mal vu le message. C'est en fait les différentes connexions entrant dans. Regardez, l'autre jour, on parlait des différentes lignes. Que nous avons sur les lignes virtuelles, on dirait que par défaut, on pouvait activer comme une 16 lignes, n'est-ce pas? De 0 à 15. Maintenant, regardez les messages de journalisation qui signalent sur mon terminal, parce que moi, je suis en ligne console, je peux voir cela. On dit ici, en fait, qu'il y a un utilisateur qui s'est connecté, qui a l'adresse 6, qui a le 1.6. C'est vous. On dit en fait que vous utilisez quelle ligne? La ligne 4. Ouais, là. Ça s'affiche là, la ligne 4. L'utilisateur qui a l'adresse IP 1.5, il est où? Vous utilisez la ligne 3. Parce que vous êtes connecté via Telnet, n'est-ce pas? On se comprend? C'est donc comme ça, au fur et à mesure, on pourra voir en fait les différentes lignes qu'occupent dans les différentes personnes jusqu'à la 16e ligne. OK. Vous avez à débrancher, rebrancher encore de nouveau le câble réseau. Vous n'avez pas débranché chez vous. OK. Maintenant, pour vérifier en fait si vous avez l'adresse IP, faites le IP config. Allez-y, vous ouvrez dans votre terminal le CMD d'invite de commande Windows. Vous tapez dessus ipconfig et vous regardez l'adresse IP que vous avez. Vous avez reçu quelle adresse IP? Regardez l'adresse, positionnez-vous sur la carte, la carte Ethernet, OK? La ipconfig, vos différentes cartes réseau vont s'afficher. Vous positionnez sur la carte Ethernet, c'est-à-dire la liaison où il y a la liaison filaire. Bon, la demoiselle a 1.17 et les autres. C'est simple, non? Faites ceci, vous ouvrez votre terminal là. ipconfig, vous collez. Voilà l'orthographe de ça. Vous avez combien? 1.14. Super. On dit que le DHCP marche, n'est-ce pas? Ok, je vais arrêter l'enregistrement en ligne là pour que ça elle ne soit pas très longue, hein, parce qu'on fait, nous sommes en train de faire les tests. Bon, avant d'arrêter, vous faites ipconfig, vous validez, vous allez voir l'adresse IP que vous avez eue. Bon, maintenant, ici, venons. Faisons la commande ici, show IP GRCP bounding. La commande de banding, en fait, comme je disais, nous permettait de pouvoir avoir une idée sur l'adresse qui a été attribuée, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, notre serveur, voilà l'adresse IP qu'il a attribuée. Et voilà les adresses MAC des périphériques correspondants. On se comprend? Vous pouvez encore vous reconnecter de nouveau. Hein? Voilà quelqu'un qui vient de se connecter. Vous pouvez encore connecter de nouveau au terminal pour essayer de taper la commande. Bon, là, je vais couper l'enregistrement d'abord.